Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, toujours de... Mais quel bazar! Force est de constater que là, dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner différents éléments qui complètent ce dont j'ai déjà abordé par rapport à l'actualité de ces dernières semaines. Première chose, au moment où je vous parle, je ne sais pas si la motion de censure a finalement été votée ou non. Donc, on reviendra sur le sujet. Si ce n'est quand même un petit détail qui, j'espère, a interpellé la conscience de certaines personnes qui sont convaincues que le 20 janvier 2020 aux États-Unis, on a assisté à un coup d'État. Je les invite à regarder aujourd'hui ce qu'il y a autour de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, comme je vous l'avais dit précédemment, est sanctuarisée. C'est-à-dire qu'il y a des forces de police et de forces de maintien de l'ordre qui ont sanctuarisé littéralement le quartier de l'Assemblée nationale. Et moi je m'interroge, je me dis mais comment se fait-il qu'en France, face à un événement, face à des rassemblements où il y a un risque, pourquoi, et là je vous pose la question à ceux qui pensent que le 20 janvier 2020 est un coup d'État, pourquoi les Français pensent-ils à sanctuariser un lieu institutionnel alors qu'aux États-Unis, avec un rassemblement, une manifestation pro-Trump post-élection, pourquoi le Capitole n'a pas été sanctuarisé? Pourquoi est-ce que nous, les Français, nous aurions l'intelligence d'anticiper, de faire une mesure de précaution pour sanctuariser certains lieux et éviter tout débordement qui pourrait éventuellement pousser des gens à s'attaquer à des lieux institutionnels? Et pourquoi le 20 janvier 2020, les autorités du Capitole, les autorités fédérales n'ont pas pris le devant pour sanctuariser le Capitole? C'est une question. Puisque je vous parlais du Capitole, on va rester aux États-Unis, vous le savez, demain, nous sommes lundi aujourd'hui, demain mardi, selon certaines informations, certaines rumeurs, Donald Trump devrait être interpellé et arrêté. Alors, ce qui est assez problématique avec cette information, c'est que nous avons un certain nombre de médias qui aujourd'hui parlent de l'information, mais sont incapables de trouver des gens compétents, des gens dans les institutions, pour soit confirmer ou démentir le fait qu'il y ait une préparation ou une intention d'arrêter Donald Trump. Le procureur de l'État de New York, puisque ce serait donc l'État de New York qui aurait émis ce mandat d'arrêt, pas de commentaire. Et au moment où je vous parle, vous avez déjà des gens qui commencent à dire que Trump se serait barricadé dans sa résidence de Mar-a-Lago, cette fameuse même résidence dans laquelle il y a eu cette fameuse saisie de documents il y a de cela quelques mois. Ce qui est d'autant plus formidable, c'est que la raison pour laquelle Donald Trump doit être arrêté fait suite à une affaire, mais qui est une affaire que j'appellerais presque mineure, par rapport à ce que beaucoup de gens voudraient reprocher ou voudraient inculper Donald Trump. Alors là, on se pose la question, on se dit, mais est-ce que c'est un coup de poker? Est-ce que c'est un coup de bluff? Est-ce que Donald Trump n'est pas en train de nous faire son enfant? Mais alors le problème, c'est que dans ce cas-là, si c'est du bluff, si c'est une fake news, pourquoi les autorités ne démentent-elles pas? Et auquel cas, s'il y a bien donc une intention de vouloir arrêter Donald Trump, alors vous êtes quand même conscient que là, ça fait déjà depuis quelques jours que dans certains, et surtout à l'État de Washington, surtout dans le Washington DC,
on est en train de rameuter des forces de police, parce qu'on a peur, évidemment, que si jamais, en effet, Donald Trump demain se fait arrêter, eh bien, on a peur que des Américains, des pro-Trump, des QAnon, comme on les appelle, organisent des manifestations. Déjà, ce week-end, des opérations de rassemblement devant la Trump Tower à New York ont été organisées. Si jamais, en effet, Donald Trump est arrêté, ça ne fera que, évidemment, confirmer ce que je vous disais, c'est qu'ils feront tout possible, inimaginable, ne serait-ce que même vouloir l'arrêter, le mettre en prison, même pour un excès de vitesse, pour qu'il ne soit pas candidat en 2024. Candidat 2024 avec un risque quand même majeur. Majeur pourquoi? Alors évidemment, on le sait, les démocrates sont aujourd'hui dans le fond du fond, avec Biden. Ils savent que ça va être très compliqué pour garder la Maison-Blanche en 2024. Qu'aujourd'hui les républicains voudraient pouvoir mettre en avant de nouveaux challengers, mais que si jamais les républicains se rendent compte que Donald Trump, selon des sondages, mais là des sondages qui ne seront pas des sondages publics, mais des sondages internes, se rendent compte que Donald Trump conserve ne serait-ce que la moitié de la confiance d'un électorat conservateur, une partie des républicains pourrait une nouvelle fois soutenir Donald Trump. Ce qui risque d'être très compliqué parce qu'il faut savoir quand même qu'en 2020, il y a quand même les 2/3 des républicains qui se sont désolidarisés de Donald Trump. Donc Trump, en effet, c'est une épine dans le pied. Une épine dans le pied pour 2024. Pourquoi? Parce qu'il a il a été ouï-dire, je dirais, que Donald Trump pourrait éventuellement se présenter en candidat indépendant. C'est-à-dire qu'il n'irait pas aller chercher une candidature par une primaire républicaine, mais qu'il se présenterait sous un parti indépendant. Ce qui, évidemment, serait extrêmement dangereux pour les républicains, parce que si, en effet, Donald Trump pourrait créer un propre parti, pourrait être candidat, donc, à la présidentielle, ce qui serait assez nouveau depuis plusieurs décennies, puisque depuis plusieurs décennies, ce sont les bipartis qui sont détenteurs de l'accessibilité à la présidentielle, en l'occurrence démocrates et républicains, même si dans certains États, vous l'avez déjà montré sur le fameux document, vous avez des candidats supplémentaires de certains petits partis indépendants, mais pour des élections locales, des élections d'État. Force est de constater que ça serait extrêmement gênant parce que si Donald Trump crée son parti et que finalement son parti attire une partie de l'électorat républicain, ça voudrait dire que les républicains n'auraient plus la légitimité d'être l'un des bipartismes existentiels même du paysage politique américain. Donc, chez les républicains, certains sont des opportunistes, on le sait. Nous avons même Pence, son ex-vice-président, qui lui a quand même bien poignardé dans le dos, a récemment dit que si jamais Donald Trump est mis en prison, nous risquons de nous retrouver en face d'une situation ingérable. C'est-à-dire que le mec, il est quand même conscient que même si globalement Donald Trump n'a pas, je dirais, l'étoffe d'un président, et il l'a prouvé puisqu'il l'a été quand même pendant 4 ans, ça ne veut pas dire que beaucoup d'Américains, alors en dehors des Américains pro-Trump, qui le vénèrent, etc., ça ne veut pas dire que des Américains qui ne sont pas particulièrement Trump, pro-Trump, pourraient éventuellement revoter pour lui, pour dégager déjà ceux qui l'ont trahi, et puis évidemment les progressistes démocrates. Parce que aujourd'hui, les démocrates, qui ont fait mumuse avec la sensiblerie, avec l'hypersensibilité d'une grande partie des Américains, plus particulièrement des Américains urbains,
avec le wokisme, avec les BLM. Force est de constater que si aujourd'hui on a pu voir ce week-end c'était pas ce week-end, c'était le week-end dernier, il me semble. Non, c'était cette semaine, oui, c'était cette semaine. Les fameux Oscars qui ont récompensé en grande majorité un film avec des Asiatiques. Ce n'est pas un hasard, même si le film est original, etc. Mais de là à ce que ça mérite autant de prix lors d'une cérémonie d'Oscars, non. Donc clairement, les Oscars ont voulu récompenser un film avec des Asiatiques pour compenser le fait que pendant ces dernières années, on a tellement exposé, on a tellement profité, on a tellement utilisé le phénomène BLM pour mettre en avant la communauté afro-américaine. Sauf que, comme je vous l'avais expliqué à l'époque des BLM, c'est que les manifestations BLM ont eu des dérapages, plus particulièrement à l'encontre de la communauté asiatique. Pourquoi ? Parce que vous avez des Afro-Américains, de la communauté afro-américaine, qui sont jaloux de la réussite économique et sociale des Asiatiques. Parce que les Asiatiques sont beaucoup plus coopérants, conciliants. Et que ça génère des jalousies en matière de réussite sociale. Et d'ailleurs, j'ai même envie de dire que c'est à peu près le même phénomène qui est en train de se produire vis-à-vis des Indiens d'Inde. On va appeler les hindous, si vous préférez. Ça, c'est un autre sujet. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour que je vous explique un petit peu voilà, cette relation assez ambiguë et particulière qu'il y a aujourd'hui dans la société américaine vis-à-vis de la diversité. Le fameux melting pot. Et donc, comme je vous le disais, les Oscars même ont fait une démonstration d'un revers ou d'un rétropédalage, on va dire, vis-à-vis de ce que certains démocrates, de ce qu'un certain progressisme a instrumentalisé pour son intérêt d'aller chercher un électorat communautaire, un électorat dans les minorités, exactement ce que aujourd'hui vous pouvez constater aussi en France. Eh bien, force est de constater que même si la probabilité, pour l'instant, que Donald Trump soit candidat en 2024, même s'il l'affirme, c'est pas dit qu'il le fera. Je le dis encore, hein, la culture américaine, on parle beaucoup, mais on ne fait pas grand-chose derrière. Ça ne tient pas véritablement la route, il n'y a pas de crédibilité. Cette affaire, en effet, risque d'avoir des conséquences. Elle risque d'avoir des conséquences, d'autant plus que, si en effet Donald Trump est arrêté, si vous avez des mouvements, des contestations, des manifestations, que ces manifestations dérapent, ça va augmenter la dissension qu'il y a dans la société américaine entre les Américains qui se considèrent progressistes tout confondu, c'est-à-dire aussi bien les radicaux que les modérés, et la partie traditionnelle, la partie conservatrice, qui elle aussi, en grande majorité, n'est pas pro-Trump, mais pourrait le devenir. Pourrait le devenir pas pour Trump, mais pour ce que les démocrates sont en train d'instrumentaliser leur position dominante, leur position influente dans les institutions pour régler leur compte avec Donald Trump. Parce que je le rappelle, s'il est arrêté, il est arrêté sur une affaire qui, par rapport à ce qu'on pourrait lui reprocher, est extrêmement mineure. Donc c'est véritablement une opportunité d'utiliser cette affaire pour le mettre hors circuit pour 2024. Derrière, il y a l'épée Damoclès de la sécession. C'est-à-dire que si vous avez des États qui sont détenus par des gouverneurs qui sont plus ou moins pro-Trump, il y en a, puisque, je rappelle, l'année dernière, nous avons eu le midterm. Le midterm a été une bataille très serrée entre des républicains pro-Trump et des républicains anti-Trump. Et force est de constater que certains républicains pro-Trump ont remporté parfois, d'une façon assez
large ces élections. Donc ça veut dire que Trump reste influent sur une part de la population. Le problème, c'est de savoir quelle est cette part. Est-ce que c'est une part importante, qui est véritablement soutien, qui est véritablement fan, pro-Trump, jusqu'au bout des ongles, ou est-ce que cette portion est minoritaire, mais sur laquelle pourrait s'incrémenter une partie de la population américaine. Alors je le répète une fois, conservatrice, voire progressiste modérée, mais progressistes modérés qui n'ont un petit peu ras la casquette de ce parti démocrate qui est complètement à côté de la plaque, et qui pourrait se saisir de l'opportunité pour faire un vote contestataire. Et c'est d'ailleurs ce qui a permis à Donald Trump de gagner en 2016. Il a gagné parce qu'il a réussi à conquérir une partie de l'électorat qui n'était pas particulièrement pour lui, mais qui ont voté pour lui pour protester contre la déliquescence même des politiques, des idéologies, des orientations politiques des deux partis de ce pays. Souvenons-nous, quand tout d'un coup des gens ont commencé à dire « mais vous savez que vous avez des progressistes par exemple qui disent « oui, Donald Trump est raciste ». Et ces gens-là, on leur disait « mais alors dans ce cas-là, expliquez-moi pourquoi vous avez des blacks qui votent pour Donald Trump ». Oui, mais c'est une minorité. Ah, c'est une minorité. Parce que vous croyez que les populations afro-américaines chrétiennes, pratiquantes, donc très religieuses, vont voter pour vous, qui exprimait parfois très souvent votre anticléricalisme. Et là, évidemment, bug. Idem dans la communauté hispanique. Vous avez dans la communauté hispanique énormément d'hispaniques qui sont religieux, pratiquants, qui vont à la messe régulièrement, tous les week-ends. Et là-dessus, je peux vous garantir que j'en sais un rayon, puisque juste à côté de chez moi, j'ai quand même ici une église catholique espagnole. De l'autre côté là, j'ai une église bilinguage, c'est-à-dire anglais-espagnol. Je ne me souviens plus de son nom, etc. Un peu plus loin, j'ai une église protestante. De ce côté-là, j'ai deux églises protestantes blanches, essentiellement blanches. De l'autre côté, j'ai deux églises, je ne me souviens plus des noms, c'est des Nouveaux Jours, du Nouveau Jésus-Christ, etc., mais qui sont des églises de communauté afro-américaine. Et j'ai une autre église un peu plus loin, qui est une église également espagnole, hispanique. Donc vous voyez, rien que là, sur, allez, je vais vous dire, 5 km², j'ai déjà au moins une dizaine d'églises. C'est normal, je suis dans le sud. Ces populations-là ne votent pas pour les progressistes. Ils votent républicains. Alors ça ne veut pas dire qu'ils votent tous Trump, ils ont tous voté Trump. Il y en a beaucoup qui n'ont pas voté d'ailleurs. Comme d'ailleurs chez les démocrates, il y en a certains qui n'ont pas voté parce qu'ils ne veulent pas voter pour un croulant qui s'appelle Joe Biden. Même si c'est pour virer Donald Trump. Sauf qu'évidemment, quand vous voulez vendre une idéologie, vous allez vous appuyer sur des sondages qui sont construits et qui sont conçus de telle manière à faire croire que majoritairement les Américains ont voté contre Donald Trump. Alors qu'en réalité, si vous regardez les chiffres, et je vous invite également à le faire pour l'élection de Emmanuel Macron, vous verrez, c'est très intéressant. C'est si vous prenez... Alors, on estime en général, en moyenne, entre 25 et 30% de la population qui est hors, en âge ou en capacité de voter. Donc vous prenez la population de votre pays, vous retirez, allez, on va avoir grosse marge, on va retirer 30%. Ça veut dire que les 70% qui restent, ce sont des gens qui sont en âge et en capacité de voter. Ensuite, allez voir le nombre d'inscrits. Tout d'un coup, vous allez vous dire,
Waouh! Je m'étais amusé à faire ce calcul. Je crois qu'aux États-Unis, sur les 318 millions d'habitants, 320 millions d'habitants, j'avais pu voir qu'il y avait environ 210 000, 215 000, allez, 220 000 Américains qui étaient en capacité de voter. Sauf que, quand vous regardez le nombre d'inscrits, je crois qu'on était à 175 millions. Alors 175 millions et 220 millions... Alors oui, entre les gens qui sont en âge et en capacité de voter, il y a une portion de gens qui, évidemment, les prisonniers, qui perdent leurs droits civiques. Vous avez des gens qui peuvent perdre leurs droits civiques suite à des condamnations, etc. Vous avez des gens qui sont déclarés inaptes, irresponsables, donc qui ne peuvent pas voter, etc. Mais je veux dire, ça fait quoi? Ça fait pas 100 millions, quand même. Au bas mot, ça fait 40 ou 50 millions de personnes. Et encore, je dois hyper large. Donc, il y a un moment donné, si vous vous rendez compte que déjà sur une population, vous avez presque la moitié, voire aller à un tiers, qui en réalité ne participe pas ou ne contribue pas à l'activité démocratique d'un pays, c'est qu'il y a un problème. Et je vous invite à faire le même truc en France, vous allez voir. Sur les 68 millions d'habitants, regardez le nombre d'inscrits, vous allez vous poser la question, vous dites, mais où sont les autres? Et c'est facile, puisque de toute façon, même si vous regardez 70 millions, ils ont approximativement 70 millions, 75 millions pour Biden, etc., bah, ça fait 150 millions de votes. Donc ça veut dire que déjà, sur 150 millions de votes, il y en a quand même encore 20 millions qui n'ont pas voté, alors finalement. Enfin, je vous donne des chiffres là, c'est approximatif, de souvenirs. N'allez pas me chercher des poux dans la tête parce que je ne suis pas précis. Là, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Si on va chercher si on va chercher véritablement les vrais chiffres, ça se trouve peut-être que ça va être encore pire que ce que je suis en train de vous expliquer. Et même aux élections 2020, vous vous rendez compte qu'en France, je crois que Macron n'a été élu qu'à 51 ou 52%. Alors déjà, c'est pas écrasant comme majorité, mais sur une proportion de votants qui, à mon avis, sur l'ensemble de la population en âge et en capacité de voter, je me souviens que c'était 16% en 2017. C'est-à-dire que Macron avait reçu 17% de vote des Français en âge et en capacité de voter. Je ne parle pas des inscrits, mais je parle de l'ensemble de la population en âge et en capacité de voter. Et on appelle ça la démocratie. Donc pour revenir à ce qui va se passer peut-être demain, ça va être un événement qui va peut-être être très intéressant, où si ça se trouve, on va se rendre compte que finalement c'était un coup de mou pour se faire valoir, pour se faire victimiser de la part de Trump. Donc affaire à suivre, parce que ça peut être très intéressant, et ça peut même avoir à un moment donné des conséquences assez importantes, surtout en ce moment, où vous avez pu constater que si vous suivez un petit peu l'actualité américaine, vous avez pu voir que Biden, c'est de pire en pire. C'est que c'est une momie, en fait. C'est-à-dire qu'on pouvait se moquer dans les années 80 des momies soviétiques. Là, aujourd'hui, les États-Unis, je pense que là, on bat les records. Même si déjà, à l'époque, je me souviens que certains considéraient Ronald Reagan comme un petit peu sénile. Voilà, là, je veux dire, Ronald Reagan, à côté, c'est un genou. Parce que Biden, quand il fait ses annonces, il arrive, il lit le prompt, et il se barre. C'est-à-dire que même là, il ne répond même plus aux questions des journalistes. Donc, si vous voulez, comment les médias américains peuvent-ils continuer à couvrir la crédibilité d'un président, qui est quand même le président des États-Unis d'Amérique, quand ils sont en face d'un président qui se barre avant même de pouvoir répondre à des questions? C'est que non, ça ne le fait plus. Et c'est pour ça d'ailleurs que, du coup, on envoie Kamala Harris sur des plateaux télé, sauf que malheureusement, Kamala Harris a un discours tellement bêtifiant et tellement infantilisant que même quand elle passe dans un des plus grands shows, qui est celui du Late Show de Stephen Colbert,
même Stephen Colbert, il y a des moments, on sent bien qu'il est un petit peu gêné, parce qu'il est obligé à un moment donné de se mettre à son niveau pour éviter de faire prendre conscience aux téléspectateurs que son discours est bon pour un gamin de 5 ans, mais pas pour des adultes. Donc si vous voulez, là, oui, le projet qui était de faire de Kamala Harris l'héritière pour 2024 de Joe Biden, bon, je vous en ai déjà dit et je le redis, là je pense que les démocrates, c'est mort. À moins qu'ils aient absolument pas d'autre choix, c'est-à-dire qu'il n'y ait absolument pas d'autres candidats, pas d'autres challengers à mettre en face du candidat républicain qui sera en face en 2024. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils se disent, bon, on va peut-être tenter Biden, on va peut-être faire comme les Français, tiens, qui ont réussi à faire réélire Emmanuel Macron en mettant le parti de la haine en face de lui. Ouais, c'est le bazar. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.